Nous sommes ravis de vous présenter nos travaux. Ce soir, nous allons vous donner un aperçu de certaines de nos réalisations, de notre philosophie, de notre pensée, de ce qui constitue finalement la trame de notre travail. Nous allons vous présenter, bien entendu, les travaux que nous avons réalisés dans un contexte scandinave et puis vous présenter également la trame d'autres projets que nous avons réalisés à l'international. Eh bien, merci. Merci Marie-Hélène de cette présentation. Merci également à Juhani Palasma, qui est un petit peu notre maître à penser, qui a conditionné notre façon de faire et notre philosophie. Alors, vous voyez ici des enfants qui jouent. C'est un petit peu nous. Ce qu'on pourrait dire en guise d'introduction, c'est qu'il pleut assez souvent dans notre bureau parce que nous travaillons beaucoup de nos mains. Dans la mesure du possible, nous mettons la main à la pâte. Voilà ce à quoi nous ressemblons dans la réalité. Nous avons ici Vibeke, qui est la femme de Dagur. C'est le patron, si je puis dire. Ensuite, il y a Dagur sur la droite. Et puis, votre serviteur, Sami, ici au centre. Alors, comme je l'ai dit, on met la main à la pâte, on a les mains sales, comme on dit. On a peut-être les mains sales, mais on a une conscience libre et éclairée quand on travaille. Alors, ce qu'on fait, c'est bien entendu rassembler autour de nous des amis, des collègues pour construire à nos côtés. Et ce sont surtout des étudiants d'ailleurs qui viennent travailler avec nous et nous vivons sur les chantiers. Et puis, c'est très agréable de pouvoir se rassembler et de construire quelque chose ensemble de nos mains. Alors, peut-être quelques éléments contextuels pour expliquer notre démarche en tant qu'architecte. Avant de venir ici, j'ai visité les toilettes de ce bâtiment. Et puis, il était écrit « L'architecture, c'est pour la vie » sur les murs qui menaient aux toilettes. Alors, je ne sais pas qui était le poète derrière cette lumineuse pensée, mais cela veut peut-être dire que si vous choisissez l'architecture, c'est une condamnation à vie. Ou peut-être qu'au contraire, si on construit quelque chose, il faut que ça dure toute une vie. Enfin, quelle que soit l'interprétation qu'on fasse de ce proverbe, il faut savoir que, de toute façon, c'est intéressant. Nous avons déjà fait la moitié de notre peine. En tout cas, avec Dagur et Vibeke, nous estimons que l'architecture est une sorte d'expression. On ne peut pas s'empêcher d'exprimer quelque chose par le biais de l'architecture, qu'on le veuille ou non. D'une certaine façon, c'est l'une des langues que nous avons pour nous exprimer. Quand on compare l'architecture et le langage ou la langue, on s'aperçoit très vite que ce sont deux champs qui se recoupent, qui ont beaucoup de choses en commun. Et regardez le nombre de langues aujourd'hui sur notre planète Terre. Nous avons 6000 langues qui sont parlées aujourd'hui et environ 5000 d'entre elles qui ont moins de 100 000 locuteurs, ce qui veut dire que la plupart de nos langues concernent des minorités. Il y a une centaine d'années, il y avait 60 000 ans. Et on dit souvent que dans 100 ans, il n'y aura plus que 1000 langues qui sont encore parlées. Et encore une fois, il s'agit de langues essentiellement fortement minoritaires. Donc, on constate actuellement une sorte de déperdition, de perte de la biodiversité humaine. On se ressemble de plus en plus de par le monde. Et on construit également de façon similaire de par le monde. Donc, nous perdons d'autres façons de construire nos refuges, nos toits, que ce soit à Dubaï ou dans l'Arctique, on construit presque de la même façon. L'artisanat se perd aussi. Le savoir-faire traditionnel et ancestral se perd. Et il y a de moins en moins d'architecture vernaculaire. À cause de cela, on perd les liens, la connexion qu'on avait avec son passé. Et c'est presque la même chose avec la langue, à vrai dire. Autrefois, on savait exactement ce qu'on essayait de dire. On retrouvait ses racines. C'est la même chose avec l'architecture. On perd aussi ses racines. J'ai vécu en Norvège et dans le nord de la Norvège, il y a les peuples samis, les peuples indigènes. Et voilà les dessins qu'ils
produisent pour désigner un certain nombre de concepts. Ils le font de manière très expressive et il y a toujours, bien entendu, une signification derrière ces différents signes. Mais notre culture occidentale a arasé ce type de culture et au lieu d'étudier la langue vernaculaire, les expressions du cru, du lieu, eh bien, c'est une idée importée directement du monde occidental qui a conduit à la construction donc de ce bâtiment-là pour les Inuits au Groenland. Donc, il y a eu des conditions sociales absolument épouvantables, d'ailleurs pour les personnes qui ont été hébergées dans cet immeuble. Ça leur a mis 20 ans pour comprendre et maintenant ils sont en train de lutter contre les problématiques sociales qui ont été créées par ce type d'environnement bâti. Et ils ont demandé l'aide d'architectes et de spécialistes pour essayer de restructurer un peu les choses, pour partir de la base de nouveau pour construire, partir de l'existant. Il faut bien entendu que le bâtiment soit construit en intelligence avec son environnement. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que l'architecture doit être conçue également comme un besoin biologique. C'est un logement qui est réalisé par un animal qui s'appelle l'être humain. C'est une espèce d'ailleurs qui a une évolution culturelle qui est plus forte et plus rapide que son évolution biologique. Il faut savoir que le travail de l'architecte, ça n'est pas juste de concevoir des immeubles, mais aussi de protéger la biodiversité humaine avec des projets qui sont spécifiques à certains sites en comprenant bien quels sont les matériaux qui existent localement, les traditions et le climat qui existent. Il faut tenir compte de tous ces éléments. Il faut comprendre donc l'idée qu'il y a derrière le contexte, le projet. Donc, c'est ce que nous appelons les bâtiments modernes vernaculaires. On essaie de tenir compte de l'esprit du lieu. Donc, c'est très simple, d'après nous. Quelle est la fonction de base de l'architecture? Eh bien, c'est de créer un refuge. Vous êtes à l'intérieur d'une sorte de coque qui vous protège et en même temps, vous avez la maîtrise et vous avez la vue d'ensemble du paysage qui vous entoure, c'est-à-dire de l'extérieur. Et bien entendu, toute créature biologique veut se positionner de cette façon, c'est-à-dire se protéger à l'intérieur d'une enveloppe et pour autant avoir la maîtrise de son environnement et la maîtrise de l'extérieur. C'est Juhani Palasma qui nous l'a dit. La façon dont on perçoit son environnement est importante. Nous sommes conditionnés par cela. Nous sommes conditionnés par l'appareil sensoriel dont notre corps est équipé, c'est-à-dire la peau, les yeux, les oreilles qui réceptionnent tous ces signaux. Et tout cela nous mène à une définition de l'architecture. C'est une sorte de troisième peau qui nous entoure. Nous avons bien entendu trois peaux finalement, notre épiderme, puis nos vêtements, puis cette troisième couche dont je parlais. L'architecture, c'est cette troisième peau et nous la construisons de la même façon que lorsque nous essayons de nous couvrir de vêtements pour se protéger, etc. Donc, même dans ce monde complexe dans lequel nous vivons, nous obéissons toujours à ce geste très simple. C'est ce que nous faisons en tant qu'architectes. Voilà, je crois que ça suffit peut-être en guise d'introduction philosophique. C'est les idées qui sous-tendent notre démarche. Nous pourrions peut-être passer rapidement en revue certaines réalisations, remonter un petit peu dans le temps pour cela. Au début, j'ai travaillé avec Marco, un architecte, et nous avons travaillé jusqu'en 2003. Ça, c'est un des premiers ouvrages que nous avons réalisés. Au début, c'était surtout beaucoup de performances, des projets à message politique, beaucoup plus qu'aujourd'hui d'ailleurs. Vous vous souvenez du projet dont j'ai parlé? Là, il s'agit en fait de la désertification des campagnes finlandaises, de l'exode rural
Très souvent, effectivement, on se concentre sur le problème d'urbanisation excessive, mais ce qui est important aussi, c'est l'envers de la médaille, c'est-à-dire la désertification des campagnes. Là aussi, il y a des problèmes à résoudre, puisque c'est de là que vient l'énergie, les ressources alimentaires, etc. Il faut donc non simplement s'occuper des styles de vie urbains, mais également de ce qui se passe dans les campagnes. Alors, effectivement, il y a cet exode rural, les exploitants agricoles qui partent. Donc, on avait mis... C'était un travail de protestation et on avait mis le feu aux granges pour symboliser cet exode rural. Bon, ça a été difficile d'obtenir un permis de construire. Je ne sais même pas comment on l'a pu l'obtenir, d'ailleurs, vu les conditions de réalisation de cet ouvrage, Landscape. Ensuite, un projet au Japon, comme ce parc à Niigata, qui date de 2003. Il s'agit d'un parc attenant à une école et un temple bouddhiste. Ce projet qui s'appelle Observatoire forestier à Kyushu, dans les principales du Japon, près de Kirishima. C'est une sorte d'outil architectural pour écouter les bruits de la nature, les bruits de la forêt. Donc, vous avez un espace intérieur, un espace de discussion, de rencontre. Ensuite, vous avez l'espace extérieur, des espaces concaves. Vous pouvez vous asseoir sur un banc et écouter les sons de la jungle autour de vous. Ensuite, c'est un projet en Corée qui s'appelle Element House, qui est devenu une sorte de projet tridimensionnel. Une compréhension tridimensionnelle de la culture coréenne a été offerte par ce biais. La philosophie qui prévaut dans ce pays, il y a les 4 grands éléments de la Terre qui sont représentés. Il y a l'eau en sous-sol, la terre au rez-de-chaussée, le feu au premier étage et l'air qui est figuré au 4e étage. C'est un pavillon pour les randonneurs qui a ainsi été construit. C'était le dernier point de la civilisation ou de l'urbanité, juste à l'entrée de ce parc. Et ensuite, dernier point, ce projet Box Home, la maison boîte, travail de protestation avec un message politique contre le prix de l'immobilier en Scandinavie, et c'est certainement vrai du reste de l'Europe aussi, les prix prohibitifs de l'immobilier. Nous avons réalisé une maison de 19 mètres carrés qui se vendait pour un quart du prix d'un logement de même superficie dans ce quartier. Et là encore, nous l'avons construit nous-mêmes pour pouvoir prouver qu'on pouvait créer un système différent, une organisation différente de l'espace, pour pouvoir adresser la pluralité, pour pouvoir répondre à la pluralité des usages qu'on veut faire d'une maison. Donc, c'était un concept qu'on a pu répliquer par ailleurs dans d'autres environnements. Architecture Norway magazine was publishing 50 floor plans from 20 to 30 square meter homes in Oslo, the newest, last 5 years, and they were all almost similar. And that's a really pity because you are in the richest country in the world, in the capital, and the whole building industry can produce only one type of apartment because it's the most revenue back for the investor. The interior of Boxholm, more archaic with cheap materials and built-in furniture. And this is a project we started on in 2009, and something we were working with. Ceci, c'est un projet que nous avons commencé en 2009 et nous avons été très intéressés par ces clients qui nous ont contactés en 2009. Ils nous ont contactés avec une question qui était de savoir si on pourrait les aider à promouvoir cette région avec l'aide d'architectes. Et ils ont une route régionale qui traverse la Norvège d'est en ouest
avec énormément de passages. Et il souhaitait qu'il y ait une toute petite part de cette circulation, des gens qui passaient par la région, qui s'arrêteraient pour apprendre à connaître un petit peu la région et pour qu'ils puissent gagner un petit peu d'argent, obtenir un petit peu de revenus du passage sur cette route. Ce qu'il voulait, c'était intéressant. Il ne voulait pas simplement que les gens puissent voir le paysage. C'est un paysage qui est projeté également par des légendes qui sont très, très présentes dans la région. Et il y a toutes les histoires de trolls et ce genre de choses. Et ce qu'il y a de particulier dans cette région, c'est la légende du serpent de mer qui vit dans le lac. Et il nous a été demandé de créer un belvédère pour les gens qui souhaiteraient essayer d'apercevoir le serpent de mer. Et pour ces gens, c'était très, très sérieux parce que un grand nombre des gens de la région affirment qu'ils ont bien vu ce serpent de mer. Donc pour eux, c'est quelque chose de très réel. Nous ne l'avons jamais vu, mais néanmoins, c'est un belvédère pour voir le serpent de mer. Et ce qu'on a en plus, c'est ce paysage absolument admirable. Et donc ça, c'est une astuce extraordinaire. Et il fallait mettre au point une stratégie pour développer d'autres endroits autour de ce lac. Le budget était très restreint, mais on leur a donné des idées. Et on a très rapidement esquissé quelques idées qui permettaient d'ancrer une structure, une construction à n'importe quel élément de la nature, qu'il s'agisse d'une pierre, d'un petit ruisseau ou d'une berge, toute chose qui soit caractéristique du lieu où ils choisiraient de mettre une installation. Ils ont tellement aimé le projet qu'ils ont réussi à trouver un budget pour construire ces choses. Et donc, il y a eu 3 installations autour du lac. Et l'école polytechnique de Milan et Nord Academia sont venus nous aider, ainsi que l'école norvégienne de scénographie ont participé à cet atelier. Et en 10 jours, on a dessiné et construit ces 3 structures pour 3 lieux très particuliers autour du lac. Le premier était bien entendu un sauna. Ce sera dommage d'avoir un lac sans y avoir de sauna. C'est à proximité de la route principale qui fait le tour du lac. Donc, nous avons construit une barrière à l'arrière qui permet de masquer à la vue les baigneurs qui se déshabillent pour aller dans le sauna. Et il s'agit d'un grand sauna où un grand nombre de personnes peuvent se réunir. Il y a également un point de pêche. Il s'agit d'un lac extrêmement populaire pour la pêche. Et donc, on a utilisé un point de pêche qui existait déjà, qui était très fréquenté. Les étudiants ont insisté pour utiliser cette fissure entre les rochers des 2 côtés. Et en fait, c'était une structure qui a retenu en fait tous les détritus qui s'écoulaient. Et c'était de loin le coin le moins ragoûtant. Mais nous avons pu en fait nous débarrasser de ce côté moche, si l'on peut dire. Et donc,
On a mis en place ce petit pont. Il y a un grill qui permet de griller le poisson que l'on vient de pêcher. Le troisième lieu est un foyer, un feu, un lieu où l'on peut faire du feu, qui est un peu éloigné, mais on peut voir le paysage et on a ces petits abris qui permettent aux visiteurs de s'abriter de la pluie et de faire du feu. Et le budget avait été réuni pour le projet principal, à savoir la tour. Mais malheureusement, il n'y a pas de régulation du niveau du lac. Et le niveau du lac dépend de la pluviométrie. Et on a eu la saison la plus pluvieuse de tous les temps et il a plu énormément. Et une fois que la tour a été construite, elle était en fait sous l'eau, elle avait les pieds dans l'eau. Et les constructeurs étaient obligés de venir en bateau tous les jours. Mais pour les gens du coin, c'était quelque chose de tout à fait naturel. Les gens de la région ont l'habitude de devoir se déplacer en bateau pour aller de chez eux au magasin en barque. Au bout du compte, on a réussi à terminer le projet. Le niveau de l'eau est descendu. Et notre concept, c'est qu'il ne faut pas occuper la nature tellement qu'on en détruirait les éléments naturels. Il faut permettre au projet de coexister avec ce qui existe déjà. Vous voyez que cette façade est semi-transparente avec des espaces qui permettent une ventilation, qui permettent également d'avoir un aperçu de l'extérieur lorsque l'on grimpe en haut de la tour. Le projet suivant que nous vous montrons ici est un projet d'art public pour des jeunes réfugiés, des jeunes du monde entier qui se sont enfuis de zones de guerre ailleurs dans le monde et se sont débrouillés pour venir jusqu'en Norvège. Très souvent, ils viennent avec des passeurs qui ont été payés par leurs parents et c'est la raison pour laquelle ils se retrouvent totalement isolés dans ces institutions. Les organisateurs voulaient qu'il y ait un espace qui permettrait à ces jeunes d'échapper un petit peu à cet environnement très contrôlé. Et on leur a donné une réponse sous forme de carte du monde aplatie. Et sur laquelle on a planté des arbres de tous les continents habitables et dont ces jeunes pourraient s'occuper. Les jeunes pourraient soigner ces arbres, de même que le personnel de ce foyer prenait soin de ces jeunes. Et ça leur permettait de voir des racines qui poussaient dans le sol norvégien. Cela leur permet de voir comment eux peuvent aussi pousser et établir des racines dans un nouveau contexte. Donc, c'est une map-monde de Buckminster Fuller qui n'a pas de préjugés culturels. On a tendance à voir
le nord et le sud positionnés d'une manière où le nord prend plus d'importance que le sud. Là, on voit que tout a la même taille et cela reflète plus la réalité. Vous voyez donc cette map monde avec des arbres qui ont été plantés sur les différents continents. Nous avons réussi à trouver des arbres qui pourraient pousser dans le climat norvégien. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Et en plus de cette carte, cette map monde qui servait de base aux arbres, il y avait des murs de protection qui ont permis de créer un microclimat plus favorable pour les arbres. Et ils peuvent venir de leur institution, de leur foyer, vers ce jardin pour réfléchir à leur situation ou simplement s'isoler un petit peu du reste des résidents du foyer. C'est un endroit où on se trouve un peu protégé avec ce mur arrière, mais on voit également la Norvège qui peut devenir une patrie. Là, il s'agit d'un autre projet qui est assez typique de notre approche. Nous avons travaillé à des projets d'art public et d'architecture en parallèle. On ne distingue pas vraiment entre les deux, au contraire. Et ces clients-là ont fait énormément de choses intéressantes au Danemark. Ils utilisent l'art public pour présenter des zones industrielles au public, au grand public, afin que les gens s'habituent à leur propre ville, parce que une grande partie des centres-villes ou des zones proches des centres-villes sont d'anciennes zones industrielles et les gens n'ont pas l'habitude d'aller visiter les ports, par exemple. Et dans ce cas, on nous a demandé de participer à un projet qui aiderait les habitants de cette ville de Køge à visiter le bord de mer. Donc, on nous a alloué un site. Il s'agissait d'une barge extrêmement rouillée qui a pu être achetée à très bas prix. Le haut de la barge a été découpé, a été retiré. Donc, on l'a réduit, cette barge, à ses éléments primaires, essentiels. Et on a ensuite créé quelques volumes. Et donc, on a construit sauna et un endroit où l'on pouvait se reposer et on y accède en bateau ou à la nage. Vous voyez la version définitive de cette barge et qui a été exposée cet été. Donc, le sauna est déjà utilisé depuis près d'un an. On y est allé à la nage avec Dagur pour un sauna. Ça a été une expérience très agréable. Et on y a rencontré des gens qui sont venus en kayak ou d'autres qui sont des
nageurs de longue distance et qui sont venus en combinaison. C'est une des plus... ça a été une expérience très intéressante. C'était bien qu'on ait eu du whisky, dit Dagour. Et Samy dit, j'ai moi rencontré une méduse et j'en ai eu quelques brûlures sur le corps. Donc, on a organisé des ateliers avec des étudiants dans différents endroits du monde. Là, il s'agit d'un projet qu'on a réalisé dans le sud de l'Inde. Ce sont des projets qu'on construit en une huitaine de jours. Là, il s'agit de systèmes à alimentation solaire. Et tout est fait avec un cadre, les toits, les sols. Donc, on a testé ce qu'on pouvait faire avec une seule charpente, une charpente unique. Il y a un bâtiment cuisine, le bâtiment bas, cuisine, WC, douche, et le bâtiment en hauteur contient des chambres à coucher. On a vécu dans des tentes avec 10 étudiants pendant 10 jours, pendant 3 semaines. Il s'agit bien entendu d'apprendre. C'est ce que nous cherchons, nous, en tant qu'architectes, et pour les élèves également. On a appris beaucoup de choses à propos du climat et des matériaux. Voici quelques photos de l'intérieur. On revient en Norvège. Il s'agit de nos premiers projets à l'étude. Il s'agissait d'une municipalité sur la côte occidentale qui nous a contactés. Et le responsable du projet était un jeune qui venait d'être diplômé en tant que pilote d'essai. Et il pensait que la meilleure chose pour la municipalité serait de recueillir un maximum de nouvelles idées et de les trier ensuite. Et il y a des changements dans beaucoup d'endroits en Norvège. On ne permet pas seulement aux cabinets d'architectes bien établis de participer à l'architecture de ces lieux traditionnels. Il s'agissait de construire un pont au-dessus d'une rivière qui a un très fort courant. C'est une rivière qui est très connue pour le saumon qu'on peut y pêcher. Et dans l'esprit des gens de la région et d'ailleurs également, il s'agit d'un lieu un peu sacré. On a eu le sentiment qu'il fallait traiter cet environnement avec grand soin. On a décidé d'inviter un de nos amis, Ivan Kroupa, qui est un architecte tchèque, avec qui nous avions collaboré lors d'un projet précédent. Et nous avons décidé d'inviter les habitants de cette communauté à avoir un échange ou se bagarrer avec nous. On leur a présenté plusieurs projets et on a entendu leur point de vue. Et au bout du compte, on est arrivé à une seule proposition qui était à la fois la moins chère et celle qui était la plus acceptée par la population. Il s'agit d'un pont en acier
qui a été mis à l'endroit où la distance entre les deux rives était la plus courte et un petit peu éloigné des points les plus hauts pour préserver les parties les plus belles du site. Vous voyez le pont avec un pavillon sur le côté. C'était important pour nous afin que les gens aient une destination, un endroit où ils pouvaient se rendre s'ils n'avaient pas à traverser et passer de l'autre côté. L'objectif principal pour la municipalité était d'offrir quelque chose qui permettait de les relier à ce site naturel. Il y a une histoire supplémentaire à propos de ce pont qui a failli démolir le projet. La carte de la région comportait des informations erronées, des données erronées. Donc, il a fallu qu'on modifie les choses en cours de route et avec un entrepreneur très compétent, on a pu modifier le projet et le construire au bout du compte. Donc, ça a été une expérience finalement très agréable. Vous voyez ici l'espace au milieu, qui était pour nous l'espace clé au-dessus du centre de la rivière. Il y avait un espace ouvert, une grille par laquelle on voit l'eau qui coule et on peut écouter le grondement très fort de l'eau. Et le son est renforcé par la structure du pont. Là, il s'agit d'un projet qui est également lié à l'eau. Qu'on nous a demandé de réaliser après le terrible tremblement de terre qui a eu lieu au Chili en 2010. Et il s'agit d'un projet pour lequel les responsables étaient focalisés sur la nécessité de créer des lieux de rencontre pour les personnes de la communauté qui avaient été durement frappées par le séisme et le tsunami. Et ce qui était important pour ces personnes, ça a été l'élévation de la terre, du niveau de la terre, à la suite du séisme. Parfois de plus d'un demi-mètre, de 50 centimètres. Et ça a été le plus dur pour un grand nombre de personnes dans cette communauté parce qu'ils vivent de la pêche et ils attachent leurs bateaux dans les rivières qui se jettent dans l'océan Pacifique. Et ces pêcheurs ne pouvaient plus sortir leur barque, leur bateau de pêche, puisque le lit de la rivière avait monté et la rivière n'était plus assez profonde pour faire naviguer les bateaux. Donc, nous avons décidé d'utiliser un bateau en tant que bâtiment spécifique au site et la culture de la construction des bateaux remonte à plusieurs milliers d'années avec ce bateau, la Dalca, qui est construite par les indigènes. Il s'agit en fait d'éléments qui sont cousus les uns aux autres. Et ces barques sont transportables. On peut les transporter par-dessus les montagnes et on peut utiliser de la graisse animale pour souder les coutures
picking up some of the elements from the site. Alors justement, en ce qui concerne les différents éléments constitutifs du site, voilà les structures de l'industrie d'extraction minière qui n'existent plus, qui est désaffectée désormais, mais qui ont été réutilisées. Ce sont des éléments qui ont leur importance pour la communauté qui vit en ce lieu. Et puis tout cela a été replacé sur le site. On voit maintenant une vue de ce site face à l'océan. On passe rapidement sur les différents éléments du projet. Alors on voit comment l'espace est conçu, une version inverse du bateau. En fait, on voit que il y a la coque qui est renversée d'une certaine façon. La coque est vers l'extérieur. On voit que l'espace est clairement délimité. Et il faut voir qu'on essaie de lutter contre les forces de la nature. Et c'est ainsi que l'ouvrage a été conçu, pour pouvoir résister aux forces de la nature. C'était difficile d'obtenir des informations très précises, comme on l'a vu avec les données cartographiques. Donc il a fallu s'adapter. Mais nous espérons que ce projet, effectivement, sera réalisé d'ici à 1 an ou 2. Voilà maintenant ici une belle interprétation de notre projet, un projet réalisé par des femmes indigènes, autochtones de la région, et qui nous explique en quoi consistera le projet et à quoi il ressemblera à l'avenir. Vous avez là à l'écran un projet sur lequel nous travaillons actuellement. Il s'agit d'un musée, d'un bateau-musée à Bodø, au nord de la Norvège. Alors, c'est pratiquement le projet opposé à celui qui vient de vous être présenté, bien que le principe soit le même, parce que le nord de la Norvège ne serait pas habité par quiconque s'il n'y avait pas de poissons dans les eaux au nord de la Norvège. Et pour pouvoir avoir accès à ces ressources halieutiques, il faut un bateau. Et pour qu'il y ait un bateau, il faut qu'il y ait des chantiers navals. Moi, je viens de Bodø. Il faut savoir que c'est certainement là que se trouve le berceau des chantiers navals. Il y a encore quelques grands bateaux qui subsistent d'ailleurs dans cette zone. Donc ça fait partie des traditions locales. Ce projet s'inscrit bien dans la tradition. Donc on a demandé à ce que nous travaillions sur ce sujet du musée. Donc vous avez un grand bateau musée qui est proposé et il faut savoir que c'est un bateau à l'envers avec les côtes qui constituent donc toute l'embarcation qui constitue en fait le toit. Voilà donc à quoi ressemble ce bâtiment qui est tout à fait traditionnel du nord et du littoral. Il s'agit de maisons qui ressemblent en fait à des bateaux inversés. Donc là encore, on poursuit. La traduction ne fait que poursuivre la production. Vous voyez ici le plan de ce projet. C'est au bord de l'eau, sur le littoral. Vous voyez comment sont disposés les différents éléments. Je suis désolée d'ailleurs parce que ça n'est pas écrit en anglais, mais c'est écrit en norvégien. Donc il y a le grand bateau amiral, pour ainsi dire, et puis les petits bateaux qui sont les autres bâtiments attenants à l'espace principal. Donc les différentes sections étant construites autour de ce principal bâtiment qui est le grand bateau. Voilà quelques perspectives maintenant. Le mois prochain, nous allons continuer de travailler sur la conception et j'espère que dans 2 ans, ce sera prêt pour être construit en dur. Vous devriez voir, si les conditions météorologiques le permettaient, une chaîne de montagnes, mais là vous ne les voyez pas. Enfin, il faut savoir qu'il y a effectivement des montagnes à l'horizon. Autre projet qui a été réalisé d'ailleurs récemment et qui s'appelle le projet de l'hôtel arboricole au nord de la Suède, à Harads, en 2013, donc très récent. Vous avez peut-être vu quelques informations là-dessus. Ce sont des hôtels qui sont fabriqués et construits dans la canopée, dans la cime même des arbres. Ça paraît assez fou, mais nous avons étudié la chose et on s'est aperçu que les arbres qui poussent dans cette région sont excellents pour étayer le type d'architecture que nous y construisons, à savoir ces hôtels arboricoles. Donc nous avons effectivement fait quelques dessins. On a trouvé un site où se trouvaient en fait 6 arbres qui étaient propices à ce genre de construction.
Et donc, nous avons voulu les utiliser. C'est ainsi que nous avons délimité l'espace. Et ça nous a donné une sorte de structure de marionnette. Et vous voyez ici, en vert, des poutres qui étaient supposées servir d'éléments portants pour ces chambres d'hôtel. Il y a également un grand espace avec un espace de rencontre qui est prévu. Donc, il faut savoir que ces arbres portent environ 6 tonnes, 6 tonnes et demie. C'est assez incroyable la portance de ces arbres. Le poids que peuvent porter ces arbres, c'est assez incroyable. Peut-être ces grands arbres vont-ils devenir des bonsaïs au bout du compte. En fait, on ne savait pas que ces arbres pourraient porter 30 000 kilos chacun. En fait, c'est une portance très, très forte. Alors, il faut savoir que le bâtiment lui-même, il est en forme de libellule, comme on l'appelle. Vous voyez que ça ressemble plus ou moins à une libellule d'acier. C'est un système constitué de différents éléments. Ça peut être, vous avez ici, par exemple, le plan avec les 6 arbres qui sont figurés en rouge à l'écran. À la gauche, vous avez les toilettes et on va jusqu'aux chambres à coucher. Et vous avez un petit salon ici aussi, et puis la salle de réunion. Nous sommes dans une toute petite communauté, donc quand on dit salle de réunion, c'est pour une dizaine de personnes au maximum que ça doit être conçu. Alors voilà, une photo qui a été prise lorsque on était en train de traiter à l'acide la structure en acier. Donc ce ne sera pas prêt avant au moins 2 mois pour que le traitement ait lieu. Alors voilà maintenant le pont, la passerelle plutôt, qui vous conduit de l'autre côté du versant, de l'autre côté de la colline boisée. Et puis vous voyez qu'à l'intérieur, les surfaces sont un peu plus foncées. Le but étant, bien entendu, d'ouvrir grand sur la perspective de l'extérieur. Nous avons également fait le design des lampes. Ça, c'est une lampe que nous avons empruntée et donc nous sommes également ceux qui avons conçu le design. Voilà maintenant une chambre à coucher avec donc un lit fixe. Ce sont des meubles fixes. Voilà maintenant une des petites salles ou des petites chambres également de ce concept d'hôtel arboricole. Voilà à quoi ressemble notre bureau à l'heure actuelle. Et vous avez également un projet qui a été présenté qui s'appelle Fold à la Biennale de Venise. J'aimerais vous remercier de votre patience. La conférence fut longue. Merci de votre écoute.